Merci d'être au rendez-vous d'Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, comment éviter le Grexit, la sortie de la Grèce de l'euro. Si les résultats du référendum ont accru les chances de voir ce scénario se réaliser, Bruxelles affirme que la porte des discussions est ouverte. Que va changer pour Athènes l'arrivée d'Euclide Tsakalotos au poste de ministre des Finances? Nous découvrirons son portrait dans un instant. Et puis une immersion dans la corne de l'Afrique, la Somalie, pays déchiré par 20 ans de guerre civile, pays à reconstruire et où les transferts d'argent depuis l'étranger jouent un rôle vital. Les autorités tentent d'interdire le traditionnel système de paiement pour mettre fin au blanchiment. Du coup, c'est Mastercard qui pourrait profiter du vide et changer la donne. Reportage tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. L'actu éco tout d'abord à l'international et en images. Et rien ne s'arrange décidément du côté des marchés chinois et de la bourse de Shanghai. Forte chute pour l'indice CSI 300, moins 1,76% à la clôture. Et toujours cette tendance préoccupante, moins 30%, on le disait hier, en l'espace de 3 semaines. Le rebond de lundi n'était que passager et les mesures annoncées par les autorités pour inverser la tendance sont jugées insuffisantes par les investisseurs. Et pour ne rien arranger, Li Keqiang, le Premier ministre, n'a pas une seule fois mentionné ses difficultés lors d'un discours prononcé aujourd'hui sur la situation économique en Chine. Les experts redoutent désormais une sérieuse déstabilisation de la deuxième économie mondiale. Et il n'y a pas qu'en Chine que la tendance baissière est constatée. Wall Street a cédé du terrain hier au sortir du long week-end de l'Independence Day. Moins 0,26% pour le Dow Jones, moins 0,34% pour le Nasdaq. Recul moins prononcé donc qu'en Europe. On garde l'espoir à New York d'un accord dans le dossier grec. Vigilance tout de même, la séance fut volatile. Nous assistons à une augmentation de la volatilité et nous allons voir des ventes massives au niveau mondial, car il y a tellement d'incertitudes. En plus de cette vente massive, il y a une ruée vers les titres de qualité. Cela signifie que le prix des obligations gouvernementales américaines va augmenter et celui des Grecs va continuer à baisser. Toujours aux États-Unis, on prend aussi des nouvelles de la campagne pour les primaires démocrates. On le sait, pour l'heure, Hillary Clinton compte 4 adversaires et le plus sérieux d'entre eux est sans doute le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. En meeting, vous le voyez hier dans le Maine à Portland, il a joué une fois de plus la carte sociale. Pour lui, la reprise américaine doit avant tout profiter à la classe moyenne. On écoute. Le peuple américain comprend que les politiques de l'élite ne sont pas au service de la classe moyenne. Ils comprennent que la cupidité de Wall Street et des entreprises est en train de détruire la grande classe moyenne de ce pays. L'actualité en France, 2 nouvelles à retenir. On commence par la mauvaise. Le déficit commercial s'est alourdi en mai. 4,02 milliards d'euros contre 3,3 en avril. Légère remontée des importations et recul aussi des exportations. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le déficit budgétaire de l'État a lui diminué à 63,9 milliards d'euros fin mai contre 64,3 milliards l'an dernier à la même époque. Résultat qui s'explique surtout par la baisse des dépenses. Des images aussi de la nouvelle routière familiale de Renault. La Talisman remplace la 3e génération de Laguna qui restera un échec commercial. Et globalement d'ailleurs, ce segment des familiales est en constante perte de vitesse en Europe, occulté bien sûr par les SUV. Le modèle sera assemblé en France et en Corée du Sud et aura la lourde tâche de concurrencer la reine de la catégorie, la Volkswagen Passat. Je suis assez confiant sur le fait que sur ce segment, sur lesquels nous avons eu des produits dans le passé, sur lesquels nous n'avons pas eu beaucoup de succès sur le passé, nous allons pouvoir inverser la courbe. Et puis en parlant de voitures, sachez que les prix de l'essence ne sont pas près de remonter. Moins 7,7% hier pour les cours du pétrole à New York, moins 6,3% à Londres aussi pour le baril de Brent de la mer du Nord. Le marché fait toujours face à une offre surabondante qui pourrait être encore amplifiée en cas de levée ces prochains jours des sanctions contre l'Iran. Allez, direction la Grèce, au surlendemain du référendum qui aboutit au non retentissant des Grecs aux propositions de leurs créanciers. Alors très large appel, et notamment de la part de Bruxelles, à la reprise des négociations en vue d'aboutir bien sûr enfin à un accord sur la dette. Paris et Berlin veulent des propositions précises d'Athènes et hier c'est la Maison-Blanche qui s'en est mêlée. Écoutez. Il est clair pour tout le monde qu'il faut un ensemble de réformes et un financement qui mettent la Grèce sur la voie d'une gestion durable de sa dette, aussi de croissance économique.
Voilà une manière de dire oui à l'austérité, mais aussi aux espoirs de reprise. Une chose est sûre en tout cas, mis à part peut-être les Allemands, eh bien personne ne semble vouloir d'une sortie de la Grèce de l'euro. On va d'ailleurs écouter l'avis du Premier ministre français Manuel Valls au micro de RTL ce matin. La France est convaincue que nous ne pouvons pas prendre le risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro. À la fois sans doute pour des raisons économiques, même si aujourd'hui elle n'aurait rien à voir avec ce que nous avons pu connaître ou le risque qu'il y avait à l'occasion de la première crise grecque il y a 3 ou 4 ans, mais surtout pour des raisons politiques. C'est l'Europe qui est en cause. Une Europe, une zone euro divisée qui se réunit ce mardi en sommet extraordinaire à Bruxelles et ce sera cette fois en compagnie d'un nouveau ministre grec des Finances. Exit le très charismatique Yanis Varoufakis, trop dérangeant, trop radical pour ses 18 partenaires de l'Eurogroupe. On va découvrir son successeur, il s'appelle Euclide Tsakalotos, plus policé sans doute mais pas forcément si différent sur le fond. Son portrait avec Anthony Lesme. Assailli, traqué, le nouveau ministre grec des Finances est connu pour son flegme. Restez calme, s'il vous plaît, restez calme. Comment peut-on négocier si vous n'êtes pas calme ? Le calme, l'une des principales qualités de celui qu'on surnomme l'aristo de gauche dans la presse grecque. Diplômé d'Oxford, cet économiste porte à la fois des idées révolutionnaires et possède une somptueuse villa grâce à des revenus d'investissement. Pourfendeur lui aussi de la dette et des choix imposés, il reprend le flambeau des négociations avec la Troïka, non sans crainte. Je ne vais pas vous cacher que je suis nerveux et très inquiet. Ce n'est pas le moment le plus facile de l'histoire grecque pour prendre ce travail. Une place de choix obtenue grâce à la Troïka qui a demandé la tête de Yanis Varoufakis et l'a obtenue. L'ex-ministre joue profil bas. Ce qui se passe ici est juste un changement de poste qui dépasse nos relations de camarades. Nous sommes des amis, des collègues universitaires. Avec Euclide, je partage une philosophie, une idéologie similaire et depuis longtemps maintenant. Une différence de forme entre les deux hommes qui ne changera donc rien au fond. Celui de négocier à nouveau une restructuration de la dette et l'annulation des mesures d'austérité. Tsakalatos, porté par le nom du référendum, s'opposera notamment aux réformes qui concernera la baisse des retraites et la hausse de la TVA. Les principaux nœuds du problème demeurent, référendum ou pas. On va interroger le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. En liaison avec nous depuis Toulouse, professeur certifié, on le rappelle, hors classe d'économie. Alors officiellement, Bruxelles, la Commission européenne dit vouloir éviter un Grexit, une sortie de la Grèce de l'euro. Concrètement, quels sont les points essentiels sur lesquels il faudra s'entendre avec Athènes? Il y en a beaucoup. On va parler très directement et très rapidement. Si la Grèce veut rester dans la zone euro, elle ne peut pas échapper à ce que les économistes anglo-saxons appellent un haircut. Et contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire jusqu'à présent, la Grèce dispose de marges de manœuvre importantes. La libéralisation du marché des biens et services, la mise en place d'une véritable politique structurelle fiscale, la redéfinition de la politique et du budget de la défense, avec le problème géopolitique est bien plus grave que celui que le problème financier, et la création d'une véritable loi laïque, par exemple, sur la vente des biens de l'Église. Ouais, la TVA, les retraites aussi, il y a beaucoup d'écueils encore à surmonter. Vous croyez aux chances d'aboutir à un compromis? Alors, effectivement, il y a plusieurs scénarios qui se présentent. Moi, il y a 3 scénarios en fait. Un troisième plan d'aide, un divorce à l'amiable et un Grexit, un plan B, ou une sortie désorganisée de la Grèce. Je vais prendre le scénario le plus plausible et le meilleur, le plus optimiste, c'est celui du plan d'aide. Alors les créanciers réclament des réformes sur l'âge de la retraite, comme vous l'avez dit, le gel des pensions et un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et la contrebande, en échange d'un nouveau plan d'allègement de sa dette. Alors un autre échelonnement de la dette est une option envisageable, avec un report d'échéance et une baisse des taux d'intérêt, mais pas d'effacement de la dette. Donc la Grèce ne doit pas sortir de la zone euro et doit se plier aux règles de solidarité. Alors quand même, quand on regarde un petit peu le climat en Europe en ce moment, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a certains peut-être qui voudraient pousser la Grèce hors de l'euro, l'Allemagne peut-être? Exactement. Tout le monde y va de son petit commentaire, du énième accord de la dernière chance jusqu'au plan B, jusqu'au Grexit. Alors ceci, c'est le résultat quand même, arrêtons de voir du côté des pays de l'Europe, mais c'est le résultat de la politique de pourrissement de la situation voulue par Tsipras, qui met en avant, c'est comme un joueur d'échecs, parce que c'est un joueur d'échecs, ses pions, c'est-à-dire son peuple, avec ce fameux référendum, qui sacrifie son cavalier Varoufakis, et donc je comprends qu'il y ait des petits pays, comme la Slovaquie et d'autres, qui ont fait des efforts, et qui râlent, et qui veulent la sortie de la Grèce. Ouais. Et justement, puisque vous parlez d'Alexis Tsipras, est-ce que vous pensez qu'il sera maintenant en position de force, plus qu'avant en tout cas, face à ses créanciers, après ce référendum? Moi, je pense qu'il est en situation, il n'est pas en situation de force,
Je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans son camp, puisqu'on y a laissé la porte ouverte. Le duo franco-allemand fait des efforts. L'Allemagne, justement, est allée voir la France pour montrer que la France a son mot à dire. Et la France sera certainement moins dure que l'Allemagne dans ses positions financières. Ouais. Et comment vous voyez l'avenir à court ou moyen terme aussi de la Grèce? La dette, l'austérité, les chances aussi peut-être d'une reprise économique. Est-ce que tout est en train de se jouer ces jours-ci clairement pour vous? Vous savez très bien que la Grèce avait, en 2013, avait vu sa dette reculer légèrement. Et donc, il y avait les premiers efforts étaient là. Il y avait les premiers fruits de ces efforts. Et Tsipras a volontairement aggravé la situation sur l'année qui a suivi, en 2014, puisqu'on a vu que en pourcentage, la dette est remontée à 175% du PIB. Donc la Grèce ne peut pas échapper à pas une nouvelle austérité, mais tout simplement à prendre des mesures structurelles nécessaires pour relancer son pays. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour ces explications. Allez, tout autre chose. Cap sur la corne de l'Afrique. Le gouvernement somalien veut lutter contre le financement des rebelles islamistes Chebab. Il tente pour cela d'interdire le traditionnel système de transfert d'argent. Un problème pour les nombreux Somaliens qui vivent justement des fonds en provenance de l'étranger, 60% du PIB en 2007. Du coup, c'est Mastercard qui pourrait jouer un rôle majeur pour éviter l'isolement du pays. Reportage. Après 20 ans de conflits urbains, un taux de chômage très élevé et une économie dévastée, Souleymane Mohamed, comme beaucoup d'autres Somaliens, a mis beaucoup de temps pour trouver un emploi stable. Pendant des années, il a survécu grâce à des aides provenant de sa famille à Nairobi et aux États-Unis. Ses proches envoyaient de l'argent par transfert bancaire via un système appelé Hawala. Une aide financière qui lui a permis de payer son loyer et de garder ses 4 enfants à l'école. Depuis quelques mois, le gouvernement tente d'interdire les Hawala pour éviter le blanchiment d'argent et le financement des Chebab. Ces derniers mois, nous avons eu beaucoup de problèmes avec les fermetures de transferts de fonds. Nairobi les a fermés. Les sociétés de Hawala ont été fermées par les États-Unis et l'Angleterre. C'est devenu de plus en plus difficile pour nous. Nous ne pouvions plus recevoir d'espèces de nos familles. Fortement impactées par ces fermetures, les familles somaliennes vont pouvoir être rassurées. Mastercard s'installe en Somalie. En partenariat avec la première banque du pays, Première Banque, la société va distribuer des cartes de paiement internationales, une première dans le pays. 5 distributeurs automatiques vont être installés et 15 000 cartes délivrées avant la fin de l'année. Nous avons décidé d'implanter Mastercard ici pour aider les Somaliens qui ont eu des grosses difficultés à recevoir de l'argent par transfert. Maintenant, ils peuvent ouvrir un compte en banque, épargner, retirer de l'argent dans le pays et en dehors de la Somalie. On n'aura plus besoin de Hawalas pour faire des transferts. Cette implantation est une première étape pour sortir le pays de nombreuses années d'exclusion de l'économie mondiale. Pour Abdi Aziz Ibrahim, économiste somalien, le mouvement est le signe d'une volonté de Mastercard de prendre des risques en Afrique et d'entrer en Somalie avant son principal concurrent Visa. La Somalie est un des endroits les plus dangereux pour investir, mais une société comme Mastercard est prête à prendre ce risque, venir en Somalie, parce que ce pays se remet de 2 décennies de guerre et que son économie est en convalescence. Les choses devraient changer dans un futur proche. Un changement positif qui a lieu dans un contexte sécuritaire très fragile. La Somalie est victime d'attaques sanglantes des Chebab, chassés de Mogadiscio depuis août 2011. Ils contrôlent toujours de larges zones rurales et ont abandonné le combat conventionnel pour des attentats suicides, notamment dans la capitale Mogadiscio. Un pays toujours face à des défis vitaux. C'est l'heure du Media Watch. Et on y revient toujours, la Grèce décidément aussi à la une de la revue de presse. On s'intéresse à l'avis d'un économiste français, Thomas Piketty, avec vous Léa Volbert, bonjour. Bonjour. Et c'est un plaidoyer pour sauver la Grèce. Exactement, et c'est dans le quotidien allemand Die Zeit que s'est exprimé le célèbre et très influent économiste Thomas Piketty. Il saisit l'occasion de la crise grecque pour revenir un petit peu sur l'économie allemande, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec l'Allemagne. Pour Thomas Piketty, les conservateurs, et plus particulièrement les conservateurs allemands, sont sur le point de détruire l'Europe et l'idée européenne, et ce, à cause d'une ignorance choquante de l'histoire, ce sont ses mots, parce qu'aujourd'hui, en 2015, l'Allemagne est un pilier de l'Europe,
menée par une main de fer, par l'intransigeante, par l'inflexible Angela Merkel. On aurait tendance à imaginer que ça a toujours été le cas, mais loin de là, Thomas Piketty parle de ce pays qui n'a jamais remboursé ses dettes extérieures, ni avant la Première Guerre mondiale, ni avant la Seconde Guerre mondiale. Un pays qui serait donc très mal placé, selon lui, pour donner des leçons à la Grèce. Une dimension politique sur laquelle insiste aussi Athènes. Et puis là, on s'éloigne enfin de la Grèce avec une incroyable aventure professionnelle. Oui, et aussi incroyable, aussi insensé que cela puisse paraître, c'est un homme, un seul homme, un émigré malien qui a enchaîné ces 30 dernières années plus de 700 contrats en intérim. Il est arrivé en France en 1982, il a été embauché pour une première mission chez Plactoplâtre et depuis pas un seul jour de vacances puisque cet homme enchaîne les missions qui vont de 2 jours à plusieurs mois et quand il a demandé à passer en CDI, c'était l'année dernière, il a tout simplement été licencié et aujourd'hui il attaque donc devant les prud'hommes le géant Manpower dont dépend cette fameuse entreprise Plactoplâtre. Pour de nombreux travailleurs en France. Merci beaucoup Léa, à très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La Chine entre autres sera au programme et d'ici là l'info continue. Restez avec nous.